Bienvenue. Aujourd'hui, on est le 18 octobre 2025 et on va faire une exploration approfondie des documents qui concernent le prix de l'engagement humaniste 2025. C'est un prix qui est décerné par le Grand Orient de Suisse. Oui, bonjour. C'est un sujet important? Oui. Et ces sources, elles nous plongent vraiment au cœur d'une cérémonie assez particulière, surtout quand on pense au contexte mondial actuel. Ah oui, le contexte. Les chiffres sont assez fous, hein. Une vingtaine de conflits ouverts, on parle de presque 150 millions de personnes déplacées, quasiment 50 millions de réfugiés, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est justement dans ce paysage très tourmenté que ce genre d'initiative pour l'humanisme, pour la paix, ça prend une importance particulière, je trouve. Tout à fait. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu la signification de ce prix et puis de comprendre le travail de la lauréate. C'est ça. D'ailleurs, c'est la deuxième fois seulement que ce prix est attribué. Et cette année, il récompense donc Anna Assouline. Anna Assouline, oui. Pour son action, notamment avec le mouvement qu'elle a cofondé, les Guerrières de la Paix. Les guerrières de la paix, on y reviendra. Mais peut-être avant, un mot sur l'institution qui décerne le prix, le Grand Orient de Suisse. Oui, bonne idée. Alors le Grand Orient de Suisse, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Ils se définissent comme libéraux et non dogmatiques. Ce qui est important à retenir, je pense, c'est leur conviction que les idéaux humanistes, ça ne doit pas rester juste des idées, quoi. Faut que ça sorte des murs. Voilà, exactement. Ils cherchent vraiment à les faire vivre dans la société, à transformer la pensée en action concrète pour, comme il le dit, le progrès de l'humanité. D'accord. Une démarche tournée vers l'action, donc. C'est ça. Et ce qui est aussi souligné dans les sources, c'est leur approche. Elle est qualifiée de nuancée et équilibrée. C'est important. Nuancé et équilibré. Oui. Fidèle, nous dit-on, à son histoire et aussi à la tradition suisse des bons offices. Le Grand Orient de Suisse n'hésite pas apparemment à aborder de front les sujets complexes, les vrais sujets, sans chercher à les contourner. D'accord. C'est noté. Alors, revenons au prix lui-même. Ce prix de l'engagement humaniste, c'est quoi son objectif au fond? Les textes sont assez clairs là-dessus, hein. L'idée, c'est de reconnaître des actions concrètes, hein, sur le terrain. Pas juste des discours. Non, non, des actions qui incarnent les valeurs humanistes clés, la dignité humaine, la liberté de conscience, la tolérance, le respect mutuel, et puis bien sûr, la fraternité. Valeurs du Grand Orient de Suisse. Absolument, c'est le socle de leur engagement. D'ailleurs, Christophe Ravel, qui est le grand maître, il a insisté là-dessus pendant la cérémonie. Il a parlé de l'humanisme que ce prix veut honorer. Ah oui, Oui, il l'a décrit comme un humanisme, je cite, vivant, ouvert, courageux. Et il a ajouté, et c'est important, un humanisme qui ne se contente pas de mots, mais qui agit, qui relie, qui éclaire. L'action vraiment au centre. agit, relie, éclaire. Hmm. C'est fort. Et cette année, pourquoi ce prix a l'air si important? Les sources insistent beaucoup là-dessus. Oui, et je crois que le contexte international, on en parlait au début, il joue un rôle énorme, c'est indéniable. Les sources parlent d'une période, notamment ces 24 derniers mois, qui a été marquée par une érosion assez préoccupante du dialogue. Oui. Et une polarisation accrue. Exactement, on le voit partout malheureusement. Donc dans ce climat si tendu, choisir de récompenser une initiative qui travaille au rapprochement, à la paix, c'est un geste fort. C'est clair. D'ailleurs, le prix est décrit pas seulement comme un acte fondateur pour l'institution, mais, et je trouve ça très parlant, comme un moment phare, et même comme un repère, dans un monde où l'obscurité semble de plus en plus présente. Un moment phare, un repère. Oui, c'est une manière, je pense, d'affirmer vraiment la pertinence, l'urgence même, des valeurs humanistes face aux divisions qu'on connaît. D'accord. Alors venons-en à la lauréate, Anna Assouline, et son mouvement, les Guerrières de la Paix. D'après les sources, ça a été fondé en France en 2022. C'est ça. Et ce qui frappe tout de suite, c'est qui compose ce mouvement. Des femmes d'origine, de croyances très différentes. Juives, musulmanes, chrétiennes, athées. C'est assez. C'est au cœur de leur démarche, oui. Elles se retrouvent autour d'une plateforme qu'elles définissent comme féministe, pacifiste et antiraciste. D'accord. Et leur mission principale, c'est quoi, Salo? Alors, leur mission déclarée, c'est de faire émerger ce qu'elles appellent une troisième voie. Une troisième voie. Oui. Une voie qui refuse la logique binaire, la confrontation systématique, une voie qui s'oppose à la haine, sous toutes ses formes,
racisme, antisémitisme, islamophobie, mais aussi, et ça c'est vraiment crucial dans leur discours, qui refusent ce qu'elles nomment la mise en concurrence des douleurs. La mise en concurrence des douleurs. C'est une expression forte. J'ai noté une citation d'Anna Assouline qui dit « Refuser de croire que reconnaître la douleur de l'autre, c'est quelque part s'amputer de sa propre douleur. Exactement. Ça touche au nœud du problème, je crois, la reconnaissance mutuelle. C'est vraiment le fondement de cette troisième voie qu'elles défendent. » C'est-à-dire ? Il s'agit de créer un espace mental, mais aussi parfois physique, où l'humanité de l'autre est reconnue, où les souffrances de chacun peuvent être entendues et reconnues, sans que ça n'efface ou ça ne diminue celle des autres. C'est fondamental pour le dialogue, j'imagine. C'est vu comme la condition sine qua non pour envisager une réconciliation, ou en tout cas un dialogue constructif. Sans cette reconnaissance mutuelle des traumatismes, des histoires, des légitimités, on reste bloqué dans l'impasse. C'est un idéal puissant. Mais concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Quelles sont leurs actions? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, un effort important pour amplifier les voix qui sont souvent peu entendues dans les discours dominants. C'est-à-dire ? Celle des militants pacifistes, par exemple, israéliens comme palestiniens. Donner une plateforme à ceux qui, des deux côtés, travaillent pour la paix, mais qu'on entend peu. Et elle menait aussi un travail plus direct, sur place, en Israël, dans les territoires palestiniens. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les documents soulignent que ce travail a été brutalement interrompu par les événements tragiques du 7 octobre 2023. Ah oui? Ça montre bien que leur action, elle n'est pas hors sol, hein. Elle est vraiment ancrée dans les réalités très complexes et souvent très douloureuses de la région. Au-delà de ça, il y a aussi des actions plus tournées vers l'éducation, la sensibilisation, notamment sur les campus. Oui, l'exemple de Sciences Po à Paris est mentionné. Elles ont organisé un sit-in avec des pancartes en arabe, en hébreu, en anglais, qui portaient des revendications communes. Communes, comme quoi, par exemple? Des choses comme le cessez-le-feu, la fin de l'occupation, bien sûr la libération des otages, mais aussi des mots plus larges comme dignité et justice. C'est fort comme symbole dans un lieu comme Sciences Po. Oui, l'idée c'est de montrer visuellement, symboliquement, qu'un terrain d'entente existe, que des aspirations communes peuvent être formulées, même sur des sujets aussi clivants, et surtout dans des lieux comme les universités qui sont souvent le théâtre de fortes polarisations. C'est une manière de rendre visible cette troisième voie. Il ne s'arrête pas à la sensibilisation, il y a aussi un travail de plaidoyer politique, si j'ai bien lu. Oui, en effet. Par exemple, elle considère la reconnaissance récente de l'État de Palestine par la France comme une petite victoire. Une petite victoire. Oui, pas la solution miracle évidemment, mais un acte symbolique important, qu'elle voit comme un acte de justice attendu. Et puis on nous dit aussi qu'elles ont œuvré à la création en France d'un groupe parlementaire de liaison spécifique Israël-Palestine. Dans quel but? Là encore, l'idée c'est de lier les enjeux plutôt que de les opposer tout le temps. Favoriser le dialogue, même au niveau institutionnel. Et pour toucher plus de monde, il y a ce film documentaire, Résister pour la paix. Anna Assouline l'a co-réalisé avec Sonia Terrab. Oui, c'est un outil de diffusion important pour elle, j'imagine. Et ça rejoint une idée très forte qui ressort des propos d'Anna Assouline rapportés dans nos sources. Laquelle? La nécessité absolue d'humaniser l'autre, celui qui est vu comme l'ennemi. Elle dit que le cinéma, l'image, ça permet de, je cite encore, remettre des noms et des visages. Sur des réalités humaines souvent réduites à des chiffres ou des slogans. Exactement. Pour dépasser la haine, il faut d'abord pouvoir se voir, se reconnaître comme des êtres humains. C'est la base. Une autre idée qui m'a marqué, c'est la transformation de la douleur personnelle en moteur pour l'action collective. Les sources citent l'exemple d'Ali et aussi des organisations comme Combatants for Peace ou le Forum des familles endeuillées. Ah oui, ça c'est un point absolument central. Ces personnes qui ont vécu le pire, qui ont perdu des proches des deux côtés, elles se retrouvent souvent en première ligne pour demander l'arrêt de la violence. Il y a cette phrase terrible et magnifique qui est rapportée pour arrêt « Nos larmes ont la même couleur ». C'est très fort. Oui, cette douleur partagée, aussi insupportable soit-elle, elle peut devenir paradoxalement le ciment d'un mouvement pour la paix qui dépasse les appartenances. C'est transformer une expérience intime de perte en un engagement politique pour que d'autres ne vivent pas la même chose. Ça rejoint ce que disait Anna Assouline sur la nécessité de construire un narratif commun. Non ? Un récit qui reconnaîtrait l'histoire et la légitimité des deux peuples. Elle parle même d'intégrer l'histoire de la Nakba. Oui,
La Nakba, ce terme arabe qui veut dire catastrophe pour l'exode palestinien de 1948, elle suggère de l'intégrer dans l'éducation en Israël et symétriquement de réformer les manuels scolaires des deux côtés pour déconstruire les stéréotypes, bâtir cette reconnaissance mutuelle. C'est un travail de très longue haleine, évidemment. Et dans cette logique, elle rejette aussi très clairement les discours qui nient l'autre, que ce soit From the River to the Sea d'un côté ou l'idée d'un grand Israël de l'autre. Exactement. Elle base son raisonnement sur une réalité démographique qu'elle juge incontournable. C'est-à-dire? Le fait qu'il y a aujourd'hui environ 7 millions de Palestiniens et 7 millions de Juifs israéliens qui vivent sur ce territoire. Donc, partant de là, la coexistence, ce n'est plus juste une option politique, c'est une nécessité dictée par les faits. La question, ce n'est plus s'ils doivent vivre ensemble, mais comment. Ce qui l'amène logiquement à plaider pour la solution à deux États. Elle mentionne même l'initiative de Genève. Oui, comme preuve que des solutions techniques, détaillées, existent. L'initiative de Genève, c'est un plan de paix très précis, négocié de manière non officielle, mais par des personnalités importantes des deux côtés. Pour elle, si ça bloque, c'est pas technique, c'est politique. Purement politique. Voilà. D'où son appel à une pression internationale plus forte, plus cohérente, pour sortir de l'impasse. Elle fait aussi une distinction importante entre l'urgence immédiate, le cessez-le-feu, la libération des otages, et le besoin d'un plan de paix à long terme, qui s'attaque aux racines. Oui, distinction cruciale. L'un ne va pas sans l'autre, mais ce sont deux temporalités différentes, deux niveaux d'action. Gérer l'urgence humanitaire et sécuritaire, c'est la priorité absolue, bien sûr, mais ça ne doit pas faire oublier la nécessité d'une solution politique durable. Un dernier point qui est abordé, c'est le rôle spécifique des femmes dans tout ça. Anna Assouline semble y croire, mais sans tomber dans l'essentialisme. C'est ça. Elle observe chez les femmes engagées dans ces mouvements souvent un grand pragmatisme, un ancrage dans le réel, dans les besoins concrets du quotidien. Les sources suggèrent un instinct de préservation de la vie, peut-être, Qui les rendrait plus aptes à dépasser les dogmes. peut-être, plus aptes à chercher des solutions pratiques. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les études sur femmes et paix, sans pour autant dire que les femmes sont naturellement pacifiques, ce qui serait un cliché. C'est plutôt lié à une expérience sociale, une approche souvent différente des enjeux. Alors tout ce travail, toutes ces idées portées par Anna Assouline et les guerrières de la paix, comment ça résonne avec les valeurs du Grand Orient de Suisse qui a choisi de les récompenser? Christophe Ravel, dans son discours, a souligné le courage d'Anna Assouline, sa fidélité au dialogue, même quand c'est dur, son engagement pour la justice, la mémoire. Oui, l'adéquation semble profonde. Le Grand Orient de Suisse a une devise, sagesse, force, beauté, ensemble pour le progrès de l'humanité. Sagesse, force, beauté. Et quand on regarde le travail d'Anna Assouline, on voit comment ces mots peuvent prendre corps. La sagesse, on la trouve dans cette recherche de nuances, ce refus des simplifications, cette priorité donnée au dialogue, à la compréhension mutuelle. Et la force alors? La force, c'est clairement la persévérance, le courage de tenir cette ligne de paix, cette troisième voie, au milieu du bruit des armes et des discours de haine. C'est la résilience face à l'adversité, aux critiques qui viennent forcément des deux camps. C'est la force de ne pas renoncer à cet idéal humaniste, même quand tout semble désespéré. Et la beauté? Où est-ce qu'on la trouve? La beauté, peut-être qu'elle réside dans les liens humains que ce travail arrive à tisser ou à retisser par-delà les fractures. Dans cette quête obstinée de paix, de dignité, de reconnaissance, même si le chemin est difficile, il y a une forme de beauté dans cet effort pour affirmer l'humanité qu'on partage contre tout ce qui cherche à la nier. Donc oui, je suis d'accord, on peut dire que la devise sagesse, force, beauté, ensemble pour le progrès de l'humanité, elle prend vraiment tout son sens ici. C'est une belle façon de voir comment des principes parfois un peu abstraits peuvent trouver une traduction très, très concrète face aux défis les plus brûlants de notre temps. Et ça nous ramène à la nature même de la paix, telle qu'elle est un peu dessinée dans les sources, notamment via les références de Christophe Ravel aux penseurs du Grand Orient. La paix, ce n'est pas juste l'absence de guerre, un état passif, une sorte de pause fragile. Non, c'est une construction. C'est ça. Une construction active, patiente, exigeante. Une œuvre de longue haleine, qui demande une volonté sans cesse renouvelée. Une paix qui se nourrit de réflexion, de connaissance de l'autre, de dialogue. Précisément. Et certains textes cités vont même jusqu'à suggérer que cette paix extérieure, elle commence par une transformation intérieure.
Une sorte de paix intérieure qui rendrait possible ensuite le travail sur la fraternité, la paix avec l'autre, et enfin, la contribution à la paix dans le monde. C'est une vision assez profonde. Oui, une vision dynamique de la paix, comme un cheminement autant qu'un but. Et ça correspond bien, je trouve, à cette approche nuancée et équilibrée que le Grand Orient de Suisse revendique. Fidèle à sa tradition des bons offices et à sa volonté, comme on disait, d'aborder les vrais sujets sans faux semblants. Bon, si on essaye de synthétiser un peu cette discussion très riche, on a vu aujourd'hui la signification de ce prix de l'engagement humaniste 2025 décerné par le Grand Orient de Suisse. Et surtout, il met en lumière le travail essentiel, et oui, on peut le dire, courageux, de Hanna Assouline et des guerrières de la paix. Oui, c'était fort pour tracer une troisième voie, une alternative à la polarisation. Une voie basée sur le dialogue, la reconnaissance mutuelle et le rejet catégorique des haines. Et on a vu aussi le rôle du Grand Orient de Suisse, pas juste comme gardien de valeurs, mais comme une institution qui cherche activement à les promouvoir en soutenant des actions concrètes qui les incarnent sur le terrain. Une démarche qui semble cohérente avec leur approche équilibrée et leur tradition d'engagement face aux complexités du monde. C'est un exemple assez frappant de la manière dont des idéaux peuvent s'incarner en réponses concrètes. Tout à fait. Et ça laisse peut-être une question en suspens, pour terminer notre échange. Si, comme le dit Christophe Ravel, l'engagement humaniste demande d'agir, de relier, d'éclairer, et si la paix est cette œuvre active, patiente, qui commence par le dialogue et la reconnaissance de l'autre, alors comment chacun d'entre nous, à sa petite échelle, dans son quotidien, Oui. comment peut-on contribuer à faire vivre cette fameuse troisième voie? Comment on peut cultiver la nuance, le dialogue, face aux polarisations qui nous traversent tous, dans nos vies pro, sociales, même personnelles? C'est une excellente question. Une réflexion essentielle à emporter avec nous. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.